Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. La semaine qui s'achève aura tout d'abord été marquée par ce deal, ou en tout cas cette désescalade, appelons-la plutôt comme ça, la désescalade entre les États-Unis et la Chine le week-end dernier. On rappelle que nous avions culminé à 145% de droits de douane annoncés par l'administration américaine sur les importations de produits chinois aux États-Unis. La désescalade a ramené ce taux à 30%. La Chine de son côté a également fait marche arrière sur les taxes qu'elle avait annoncées, sur une partie en tout cas des taxes qu'elle avait annoncées contre les produits américains, et puis tout ceci s'est terminé en termes de négociations à Genève dans des discours de bonne volonté de poursuivre les discussions et d'arriver à un accord final, sachant que il ne s'agit pas d'un accord définitif, c'est un accord transitoire sur une période de 90 jours qui a été trouvé pour parvenir à un accord final. On rappelle également qu'à ce stade, donc, il n'y a d'accord commercial pour l'instant qu'avec le Royaume-Uni et que par rapport à la Chine, l'épisode de désescalade a été désamorcé en partie, ce qui a plu au marché, mais que de très nombreux accords commerciaux n'ont toujours pas été signés et qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles du côté des négociations avec l'Union européenne. Autre élément important, c'est que actuellement, après ce week-end de négociations avec la Chine, donc si on regarde les taxes actuellement en vigueur, dans l'attente de nouvelles négociations, mais sur les taxes qui sont actuellement en vigueur, il est important de rappeler que le taux effectif des droits de douane qui existaient par exemple fin 2024, avant que cette guerre commerciale ne s'enclenche, même encore en janvier ou février on peut dire, c'était un taux, alors selon les mesures qui sont faites, différents organismes, on était dans des taux qui varient grosso modo de 2 à 4% de taux effectif de droits de douane aux États-Unis. Ce qui prévaut après ces dernières rounds de négociations entre les États-Unis et finalement les partenaires commerciaux, c'est les droits de douane qui seraient encore dans une fourchette de 14 à peu près à 17%, selon les différentes sources qui analysent tout ça. Donc, ça vous donne quand même des droits de douane qui, in fine, s'ils devaient rester en l'état, sont toujours actuellement 4 à 5 fois plus élevés que ce que nous avions avant l'ouverture de la guerre commerciale, et ce malgré la désescalade avec la Chine. Et pourquoi on dit ça comme ça? Pourquoi on présente ça comme ça? Parce que se pose la question de la réaction des marchés. C'est vrai qu'on a vu des marchés extrêmement enthousiastes toute cette semaine, notamment aux États-Unis, avec un rattrapage important de la baisse, un rattrapage qui avait déjà commencé avant le week-end de négociation à Genève, mais qui s'est poursuivi au point que des indices comme le SP500 par exemple, le plus gros indice américain, a récupéré plus de 80% de toute sa baisse. On est presque à 90% de récupération de toute la baisse, sachant que cette baisse est bien arrivée pour une raison simple, qui était que la guerre commerciale faisait craindre un impact sur la croissance mondiale, et voire même un risque de récession aux États-Unis. Et donc, ce qu'on vient d'expliquer, que effectivement la désescalade avec la Chine permet de faire baisser un peu le niveau des taxes, pas que sur la Chine, je parle du montant total des taxes, des droits de douane sur les marchandises qui arrivent aux États-Unis, mais on rappelle donc une nouvelle fois qu'à ce stade, on est encore 4 à 5 fois plus élevé en termes de taux que ce qui prévalait il y a encore quelques mois. Donc, est-ce qu'on ne peut pas se poser légitimement la question d'une exagération du rebond des marchés, sachant que, encore une fois, cette guerre a été ouverte maintenant il y a 2 mois de cela, et qu'à ce stade, il n'y a quasiment aucun accord commercial sur la table. Et d'ailleurs, s'il peut être que l'administration américaine se rend compte qu'elle a ouvert un front extrêmement large et peut-être pas forcément gérable dans un laps de temps cours de guerre commerciale, c'est que Donald Trump lui-même a indiqué là en cette fin de semaine, vendredi, qu'il n'est tout simplement pas assez d'effectifs au niveau des équipes de l'administration américaine, qu'il n'y ait pas assez d'effectifs pour négocier des accords commerciaux avec tout le monde. On rappelle que la guerre commerciale a été ouverte avec plus d'une centaine de pays. Donc c'est assez surprenant quand même de déclencher une guerre à l'échelle mondiale, je parle évidemment d'une guerre commerciale, et 2 mois après, dire finalement on n'est pas assez staffé, il n'y a pas assez d'effectifs au niveau de l'administration pour négocier. Donc comment cela va se faire? Donald Trump a indiqué que les États-Unis allaient envoyer des lettres, en fait, c'est comme ça qu'il le présente, des lettres indiquant aux partenaires commerciaux ce qu'ils allaient devoir payer pour faire des affaires aux États-Unis. Alors, évidemment, ça ne concernera pas l'Europe, toutes les grandes zones, Chine ou autres, là, les négociations en direct vont continuer, mais pour plein de pays, finalement, il n'y aura pas de négociation, et ce sont seulement des courriers qui vont être envoyés pour définir un taux final de droit de douane. Donc, on a effectivement cette impression que les marchés, moi en tout cas c'est mon impression, que les marchés financiers ont trop vite récupéré leur baisse. On rappelle que la baisse était effectuée dans un environnement initialement
très cher sur les marchés. On avait atteint des niveaux de valorisation en fin d'année dernière qui étaient des niveaux qu'on retrouvait seulement sur des pics post-Covid de valorisation et avant cela sur des niveaux de la formation de la bulle Internet à la fin des années 90 et au début des années 2000. Donc on avait dégonflé, quand Trump a lancé cette guerre commerciale, fin mars, début avril, cet excès de valorisation avait été dégonflé et finalement l'espace de 5-6 semaines, eh bien ces valorisations sont quasiment revenues sur les niveaux où elles étaient avant que la guerre commerciale n'arrive, alors qu'à ce stade on est encore incapable de mesurer, et c'est le cas de la Fed notamment, incapable de mesurer les effets de cette guerre commerciale eh bien, sur l'économie mondiale et aussi et surtout sur les consommateurs américains. Et ça c'était un des facteurs je trouve importants cette semaine. On a eu donc le Walmart qui a annoncé ses résultats. On rappelle que Walmart c'est le 10e plus grand groupe américain, en tout cas en termes de capitalisation au sein de l'indice SP500 qui est donc le plus gros indice mondial. Et on a eu cette semaine donc les résultats de Walmart. Walmart a indiqué, son directeur financier a indiqué qu'il suspendait la guidance, c'est-à-dire les projections qu'ils avaient réalisées ou qu'ils voulaient réaliser pour le deuxième trimestre, indiquant qu'ils n'avaient absolument pas de visibilité sur ce qui pouvait se passer et donc ils suspendaient leur guidance. Mais plus profond que ça, le directeur financier indiquait que la vitesse avec laquelle les prix eh bien, leur parvenaient, eh bien, c'est une magnitude et une vitesse qui n'avaient jamais été observées, sachant évidemment que les dernières références qu'on avait c'était la crise Covid. Donc là, à en croire le directeur financier de Walmart, la vitesse de transmission des prix, de hausse des prix, selon ses propres propos, hein, donc c'est pas là, on n'est pas là à supputer quelque chose ou à supposer quelque chose, c'est les propos du directeur financier de Walmart qui expliquent que la magnitude et la vitesse hein, de mouvement sur les prix n'a jamais été observée jusqu'à présent, enfin n'avait jamais été observée de cette manière-là jusqu'à présent. Donc signe qu'il est en train de se passer quelque chose, et surtout le directeur financier annonce que dès la fin de ce mois-ci, c'est-à-dire dès maintenant, dès la fin du mois de mai, donc on y est quasiment, eh bien ces hausses de prix commenceront à impacter les articles dans toute la chaîne Walmart, et sachant également que il est allé même plus loin que ça, le directeur financier, en expliquant que il y a un risque dans cet environnement-là que Walmart ne puisse tout simplement pas avoir de croissance des bénéfices d'une année à l'autre dans ce genre d'environnement-là. C'est-à-dire qu'on a vraiment un environnement et des déclarations qui sont extrêmement fortes de la part de Walmart, et on rappelle donc, c'est un groupe de dimension, on le disait, une 10e plus grosse boîte du SP500, évidemment une boîte en contact direct avec les consommateurs, donc qui est en mesure de voir comment les consommateurs vont se comporter par rapport à cela, et qui annonce très clairement qu'il y aura des hausses de prix, tout simplement. Et c'est là qu'on se pose des questions, je ne vais pas être de l'indice, sur la vitesse de rebond du SP500, parce que on parle des droits de douane, mais c'est vrai que c'est important de mesurer l'impact que ça peut avoir ces droits de douane, dire des pourcentages, dire c'est 4 à 5 fois plus élevé en termes de droits qu'auparavant, déjà ça c'est important, mais après le quantifier. Les importations américaines l'année dernière, donc toutes les marchandises et services qui sont entrés aux États-Unis l'année dernière représentaient un peu plus de 4 000 milliards de dollars. Imaginons qu'on a un taux par exemple moyen là-dessus de 10%, ce qui est donc un taux qui serait inférieur au taux actuel. Actuellement, on nous rappelle qu'on est plutôt dans les zones autour de 15-16%. Imaginons qu'on ait un taux par exemple final à 10%. 10% à la louche, ça vous fait donc 400 milliards de dollars de plus de droits de douane à payer aux États-Unis. C'est donc un impôt sur le consommateur final, un impôt indirect mais sur le consommateur final. Rapporté à la population américaine, sachant que ça touche, si on fait ça vraiment à la louche, hein, qui est un impôt qui toucherait les plus vieux, les plus jeunes, les bébés, etc. Par rapport au nombre d'Américains, on va dire, ça vous fait un peu plus de 1000 dollars d'impôts en plus sur une année, ces droits de douane. Donc imaginons pour un foyer de 4 personnes, eh bien, ça vous fait un peu plus de 4000 dollars de plus à débourser pour votre consommation, pour vos produits sur l'année entière. 4000 dollars, on voit bien que c'est des niveaux, si c'était maintenu en l'état, qui sont dangereux, tout simplement pour la consommation. C'est justement un impôt qui touche absolument tout le monde. Les plus riches, c'est pas très problématique. Ceux qui gagnent 40 ou 50 000 dollars par an, c'est tout de suite beaucoup plus problématique. Et là, évidemment, ça touche tout le monde parce que c'est toutes les marchandises importées et les services. Donc, on est sur quelque chose qui, selon moi, est à ce stade totalement sous-estimé par le marché, ou alors le marché est convaincu que ce qu'il a vu le week-end dernier donc à Genève va signer une forme un peu de capitulation de l'administration américaine qui a dû faire marche arrière rapidement par rapport à ces menaces, sous-entendant que l'administration américaine pourrait faire pareil avec l'Europe, avec après tout le monde. Donc
on a l'impression que le marché semble aller dans le sens de ce scénario-là, mais si l'administration Trump n'entend pas de cette oreille, eh bien c'est ce qu'on est en train de décrire qui va se passer, c'est-à-dire plus de 1000 dollars par américain d'impôts supplémentaires, l'équivalent donc, et donc pour des foyers de 3, 4, 5 personnes, plusieurs milliers de dollars qui s'ajoutent finalement sous forme d'impôts indirects via ces droits de douane. Donc c'est quand même, et on rappelle dans un environnement aussi où les taux restent très élevés aux États-Unis, ça c'est un problème toujours pour l'administration américaine, le taux 10 ans américain toujours aux alentours de 4,5%, crédit plus cher, crédit conso, crédit immo plus cher, il n'y a plus d'épargne excédentaire qui avait été accumulée post-Covid qui a été consommée, la Fed n'est pas en soutien parce que son bilan diminue et elle ne baisse pas les taux, et du point de vue du budget américain, on peut se dire peut-être qu'effectivement les dépenses américaines, le budget peut soutenir un peu l'économie de ce côté-là, c'est pas le cas. Tout le monde a bien vu que les États-Unis sont embarqués actuellement dans une réduction des dépenses budgétaires qui devrait encore se poursuivre dans les mois qui viennent. Donc on a ce risque, à ce stade, de vrais risques qui pèsent sur la dynamique de consommation aux États-Unis, et espérons à ce stade que le marché de l'emploi ne se dégrade pas, parce que tant qu'effectivement le taux de chômage reste plutôt bas, les Américains sont payés, les salaires, on rappelle, progressent toujours aux alentours de 3,8, 3,9 à peu près en rythme annuel aux États-Unis, donc ils peuvent continuer à consommer dans ces conditions-là. Si l'économie ralentit un petit peu, la Fed a expliqué que comme on est actuellement sur une situation assez stable sur le marché de l'emploi, le moindre ralentissement de l'économie américaine pouvait tout de suite se traduire par les destructions d'emplois. Et dans ce contexte-là, avec des taux qui restent élevés et une épargne excédentaire post-Covid qui a été consommée, le risque il est évidemment directement sur la consommation. Donc moi c'est ça le raisonnement, si vous voulez, que j'ai aujourd'hui, et il me semble que les marchés actions par rapport à ce risque-là, rien n'est jamais certain en économie comme sur les marchés, mais c'est un risque qui est aujourd'hui tout à fait possible, et notamment par rapport à ces droits de douane, et si ce risque se manifeste, eh bien il n'y a aucune raison de voir les marchés actions aller au-delà des niveaux où ils étaient, par exemple en novembre ou décembre dernier, quand tout allait encore assez bien, ou quand Trump avait été élu, sur des promesses de baisse d'impôts, de dérégulation, etc. Et alors que ce que les Américains sont en train de prendre actuellement, c'est une guerre commerciale de plein fouet, et puis des coupes budgétaires importantes, et les baisses d'impôts sont pas encore là, la dérégulation n'est pas encore là, et la Fed ne baisse pas ses taux. Donc normalement c'est pas le meilleur des environnements pour l'économie américaine. Donc voilà ce que vous pouvez retenir de cette semaine. Quelques éléments également. Donc on a des chiffres sur les ventes au détail, justement on parle des consommateurs américains. On a des chiffres de ventes au détail cette semaine. Hors auto, donc c'est plus 0,1%. Le consensus attendait plus 0,3%. Donc là on voit des signaux assez c'est moyen de la consommation au mois d'avril. À noter également les prix à l'importation au mois d'avril qui ont un petit peu progressé, plus 0,1%. Dit comme ça, c'est pas énorme, mais le consensus attendait moins 0,4%. Donc vous voyez, prix à l'importation, évidemment, on les surveille dans ce contexte de guerre commerciale. En revanche, il y a eu quelques bonnes surprises du côté de tout ce qui est inflation, donc CPI et prix à la production, donc PPI. Le CPI, l'inflation sous-jacente ou pas, d'ailleurs les deux mesures, on a eu plus 0,2% en mensuel, donc eux de plus 0,3%. Mais on rappelle que c'est quand même supérieur à la progression du mois précédent. L'avantage simplement, et ce qui a plu au marché, c'est que c'était inférieur au consensus. Alors on peut se dire, bon ben c'est bon, pas de pression sur les prix inflation et le PPI, au mois d'avril, tout va bien. Mais ce qu'a rappelé un membre de la Fed, et je pense que c'est un positionnement assez juste en termes de constat, il a expliqué que les données d'inflation d'avril comportent des éléments qui sont passés, qui sont des éléments qui étaient là avant la montée brutale des droits de douane au début du mois d'avril. Et donc ce membre de la Fed, qui est en plus une colombe, donc c'est pas le plus faucon d'entre eux, c'est pas celui qui est très propice ou très très favorable à des politiques agressives, donc plutôt qui est une vraie colombe. Et bien malgré ça, il dit que c'est dans les mois qui arrivent qu'on verra les effets réels de justement ou pas. Mais il dit, c'est en tout cas en termes de timing, c'est pas sur les données d'avril qu'on peut pleinement mesurer les risques inflationnistes éventuels de la politique commerciale. Et donc ça sous-entend qu'il faudra voir ces chiffres au mois de mai, au mois de juin, de juillet, probablement donc sur plus d'un trimestre, un trimestre et demi, peut-être même 2 trimestres, pour y voir un petit peu plus clair. Donc ça repousse d'autant ce sentiment que la Fed va pouvoir baisser ses taux, voilà, sauf à ce qu'effectivement il y ait beaucoup de choses d'ici le mois de juin par exemple qui donnent envie à la Fed d'accélérer sur les baisses de taux, mais à ce stade c'est pas encore le cas, et on a bien compris dans tout le discours des membres de la Fed qu'on a entendu que c'est la patience qui prévalait. Et donc voilà, je le disais, on peut se poser des questions, par exemple, vous voyez, des indicateurs soft qu'on a. Donc les indicateurs soft, c'est tout ce qui est enquête ou autre, mais par exemple vous avez cette semaine le sentiment des constructeurs de maisons aux États-Unis, c'est ce qu'on
s'appelle l'indice NAHB, il est tombé sur un plus bas de 18 mois. Pourquoi? Parce qu'on en parlait, hein, les taux restent élevés aux États-Unis, les obligations gouvernementales, hein, leurs taux restent élevés, donc ça se transmet au coût de crédit immobilier notamment, et c'est un contexte qui est très peu favorable au marché de l'immobilier aux États-Unis, qui est assez gelé finalement, ce marché de l'immobilier depuis pas mal de temps, et c'est ce que nous montrent, hein, ces indices de confiance des constructeurs de maisons aux États-Unis. On a également cette fin de semaine ce qui est attendu, la confiance des consommateurs, un nouvel indice qui s'est nettement dégradé une nouvelle fois par rapport au mois précédent, avec chez ces consommateurs qui sont sondés, eh bien, des anticipations d'inflation qui sont plus élevées encore que le mois précédent. Donc on voit qu'on arrive au point un peu critique de la divergence entre les fameuses enquêtes, c'est-à-dire tout ce qui est enquête auprès des entreprises, des consommateurs ou autres, ce qu'on appelle les données soft, et puis les données hard, c'est-à-dire les données, les chiffres réels ou autres. Jusqu'à présent en tout cas, on a eu des données hard, c'est-à-dire des chiffres réels qui tenaient à peu près correctement aux États-Unis, malgré la contraction du premier trimestre. Actuellement, en tout cas pour l'instant, surtout dû à des éléments de balance commerciale, mais pas tellement dû aux consommateurs ou aux investissements. Donc les données hard, on va dire, ont été plutôt préservées ces derniers mois, mais on note, et tous les économistes et les analystes le voient, cet énorme écart qui existe actuellement entre les enquêtes qui ont piqué du nez, c'est-à-dire les enquêtes auprès des entreprises, des consommateurs, du secteur immobilier, etc., tout type d'entreprises qui piquent du nez, alors que face à ça, les données jusqu'à présent se maintiennent à peu près bien. Et la grosse question, c'est est-ce qu'on aura effectivement soit, ce qui serait positif, une récupération, une remontée des données soft qui finalement ont montré un pessimisme peut-être excessif, et du coup ce pessimisme qui se corrige avec des données hard qui tiennent toujours. Et là ce serait le bon scénario, effectivement, là la Fed pourrait baisser les taux, etc., et ce serait positif pour l'économie. Mais le scénario qui est évidemment à craindre dans ce genre d'environnement là, c'est que les données hard rejoignent les données soft, c'est-à-dire que les données soft, c'est ce qu'on appelle souvent des indicateurs avancés sur les enquêtes, et on demande aux chefs d'entreprise ou aux consommateurs qu'ils pensent de leur situation dans les prochains mois. Donc ça a plutôt valeur en général d'indicateurs avancés. Et donc, on verra si les données hard, dans les mois qui arrivent, dans les 2-3 mois qui arrivent, convergent vers les données soft et donc se dégradent. Et là, ce qui sera un signe effectivement de risque à nouveau de contraction de l'économie et peut-être, si c'était un peu extrême, de récession. Donc on en est à ce carrefour-là. Voilà, on est vraiment sur une situation où l'écart entre les données soft et les données hard est extrêmement important. C'est au plus haut depuis plusieurs décennies d'ailleurs, hein, cet écart. Et donc voilà, c'est le moment de vérité qui arrive. Que va-t-il se passer? On aura la réponse avec les statistiques qui vont continuer de publier dans les mois qui viennent. Juste sur la partie marché pour terminer, après je passe au programme pour la semaine prochaine. On a eu donc le VIX, qui est un indice de volatilité pour le SP500. Le VIX est retombé à 17 cette semaine. On rappelle qu'il était monté à 60 il y a 5 ou 6 semaines de cela, donc c'est une rechute très rapide de la volatilité. Et moi, voilà, j'ai donné mon avis. Cette volatilité pour moi ne correspond pas actuellement au risque, sachant qu'on n'a pas plus d'infos que ça, si vous voulez, par rapport à l'impact des droits de douane, ce manque d'infos qui fait que la Fed aussi a mis ses baisses de taux entre parenthèses, et donc voir les marchés redevenir aussi finalement optimistes en aussi peu de temps, alors finalement on n'a aucune visibilité sur l'impact de ces droits de douane, eh bien c'est peut-être effectivement un peu de frénésie du côté des marchés, un peu trop de confiance du côté des marchés, qui nécessitera d'être un peu consolidé dans les semaines qui arrivent. Le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine, lundi, journée où on surveillera la Chine. On aura des chiffres sur la production industrielle, les ventes au détail et tout ce qui est investissement immobilier, donc toujours important, notamment dans la phase actuellement de guerre commerciale, même si ça a un petit peu désescaladé entre les États-Unis et la Chine, de voir comment l'économie chinoise se comporte. On aura plusieurs speakers de la Fed lundi dans la journée. Mardi, décision de la Banque d'Australie sur ses taux. On aura également des chiffres d'inflation au Canada et des chiffres de confiance des consommateurs en Europe. Mercredi, là encore pas mal de speakers de la Fed qui vont continuer à s'exprimer. L'inflation au Royaume-Uni à surveiller, donc par rapport à tout ce qui est actifs britanniques, Banque d'Angleterre et tout ce qui est paire de devises aussi, qui inclut la livre. Jeudi, les PMI flash, les fameux indices d'activité, et ce seront les PMI flash, donc c'est la première mouture de ces publications pour l'Europe, pour les États-Unis, pour le Royaume-Uni, et aussi bien sur la partie manufacturière que sur la partie des services. Donc important de surveiller ça justement dans ce contexte de tension commerciale que nous montrent les enquêtes, une nouvelle fois, là ce sont les enquêtes, les données soft, on verra ce qu'elles nous montrent jeudi. Jeudi aussi, inscription hebdomadaire au chômage aux États-Unis, toujours en baromètre court terme à surveiller pour le marché de l'emploi américain. Et puis vendredi, on terminera par des chiffres de consommation au Canada et au Royaume-Uni. Pourquoi on parle du Canada et on surveille un peu le Canada en ce moment? Parce que j'avais publié une petite note il y a quelques jours qui relevait que Fitch, l'agence de notation, anticipait une récession, tout simplement. C'est dit comme ça paraît un peu brut de décoffrage, mais c'est le cas. Fitch anticipe une récession au Canada qui commencerait au deuxième trimestre, c'est-à-dire maintenant, et qui se finirait
au dernier trimestre. Et donc, Canada, évidemment, partenaire commercial majeur des États-Unis. Si Fitch anticipe que le Canada peut tomber en récession, notamment par rapport à cette guerre commerciale, comment se comportera l'économie américaine au même moment? On n'imagine pas l'économie américaine réaccélérer si l'économie canadienne tombe en récession. Donc là aussi, vous voyez, c'est ces signaux-là qui font que moi je suis quand même plutôt prudent actuellement sur dans les mois qui arrivent sur l'économie américaine que l'inverse. Et on terminera donc vendredi avec des chiffres de vente de logements neufs aux États-Unis. Excellent week-end à tous et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.